Avez-vous des questions? C'est bien que vous n'ayez pas de questions. Avez-vous des questions? Pourriez-vous nous parler du clonage? Du clonage. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le clonage? C'est réalisable. Qu'est-ce qui se passerait pour une incarnation dans un corps qui serait cloné? OK, je ne vais pas répondre à votre question comme ça, mais je vais me servir de votre question pour arriver à d'autres choses. Ça va être plus utile. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, soit au niveau historique, au niveau scientifique, au niveau de l'expérience humaine, dans sa totalité, dans sa variété, ainsi de suite, puis aussi dans son avancement, il faut toujours le regarder d'une façon détachée. Si vous regardez le clonage, par exemple, puis vous ne le regardez pas d'une façon détachée, vous allez commencer à mettre des valeurs morales dans l'expérience scientifique qui fait partie de l'expérience de la Terre. La science ne va pas être arrêtée. La science ne s'arrête pas sur une planète ou sur un autre plan, parce que la science fait partie du mouvement de l'esprit dans des plans de plus en plus denses pour le développement de l'esprit, la matérialisation de l'esprit. La science, c'est la matérialisation de l'esprit. C'est le perfectionnement de l'esprit à l'intérieur des formes qui conviennent à différents plans dans l'univers local. Donc la science ne sera jamais arrêtée. Si sur le plan philosophique, vous vous arrêtez à des aspects de la science, à l'intérieur d'un cadre contemporain, qui ne justifie pas nécessairement votre sens moral, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des tensions philosophiques, vous allez avoir des questions d'éthique fondamentales. Pour que l'homme soit dans la paix de son esprit, il faut qu'il puisse comprendre le phénomène humain. Il faut qu'il puisse comprendre le phénomène de la science, non pas à partir des données de sa conscience morale, mais à partir du mouvement cosmique de cette forme-là sur la Terre, pour des raisons qui souvent dépassent son entendement temporel. Si l'homme ne fait pas ça, et qui est sensible, qui est évolué, et ainsi de suite, ce qui se produit, c'est qu'il peut vivre une anxiété existentielle pendant très très longtemps. Il y a des hommes dans le monde dont le rôle, à l'intérieur des gouvernements, à l'intérieur des corps scientifiques, qui vont s'occuper de l'éthique, de cette éthique-là. L'éthique du clonage, par exemple, par rapport au clonage. L'éthique par rapport à l'euthanasie, ainsi de suite. Mais ça fait partie de leur expérience. Alors que dans le cas d'un homme conscient, l'éthique qui doit être développée pour la compréhension des abus ou des absences d'abus d'une science, ça ne fait pas partie de son expérience mentale. Si vous comprenez ça, vous allez vous dissocier psychologiquement des valeurs morales de la science. Vous ne souffrirez pas de ces faiblesses historiques. Puis avec le temps, la science va se corriger parce que l'homme va évoluer. L'homme, avec le temps, va s'autocorriger. Les gouvernements, avec le temps, vont prendre conscience de ça. Mais vous, en tant qu'individu, à l'intérieur d'une collectivité, ou à l'intérieur d'une expérience sociale qui n'est pas nécessairement parfaite, ou qui peut, pour le temps présent, nous rappeler des horreurs qui ont été faites dans le passé, vous devez vous libérer de ça. Parce que votre conscience spirituelle parce que vous allez devenir victime de votre conscience spirituelle ou de votre grande sensibilité. Ça, c'est ma réponse à votre question sur le clonage. C'est plus important pour vous de comprendre ça, parce qu'avec le temps, si vous en arrivez à développer une conscience télépathique avec les plans, ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire, c'est sans importance, ou ils vont vous l'expliquer d'une manière ou d'une autre, dépendant de ce que vous avez à savoir, puis ça va résoudre votre problème, votre question philosophique.
Parce qu'il faut jamais oublier que la question philosophique de l'ego, par rapport à des valeurs morales qui concernent sa civilisation ou des actes à l'intérieur de sa civilisation, ce sont toujours des questions de la conscience réfléchie. Si on regarde par exemple le problème de l'euthanasie, c'est pas évident pour une conscience morale chrétienne, judéo-chrétienne. Même le problème de l'avortement, c'est pas évident. Si on n'a pas de réponse à partir du plan mental et qu'on doit traiter avec ces questions-là, des questions fondamentales de vie ou de mort, et être responsable de ces questions-là par rapport à nos états émotionnels, on n'en arrivera jamais à avoir la paix d'esprit. Il y a des gens qui souffrent énormément. Regardez la politique américaine aujourd'hui, la droite américaine, la politique républicaine. Aujourd'hui, elle est très, très affectée par ces grandes questions de moralité par rapport à l'avortement, par exemple. Ça fait partie de l'expérience de la masse spirituelle. Mais ça ne peut pas faire partie de la conscience mentale de l'homme. Ces questions fondamentales-là doivent être résolues un jour, de manière absolue, par votre propre esprit. Mais pour accéder à l'information directe, il faut que vous soyez capable, en tant qu'ego, en tant qu'être intelligent, d'absorber le choc, le choc de ce que j'appellerais la conscience impersonnelle de votre esprit. Si vous allez dans votre mental puis vous vous posez la question par rapport au cloning, vous allez avoir une réponse très froide, très impersonnelle à partir de votre esprit. C'est cette réponse-là qui est la bonne. Les autres réponses qui sont chaudes, qui tournent autour, ça fait partie de la réflexion de votre ego. Ça veut dire que la lumière de votre esprit est astralisée un petit peu. Parce que vous êtes un homme évolué, parce que vous êtes un homme sensible, parce que vous êtes un homme qui pense. Mais cet état d'esprit représente tout de même une conscience évolutive. Ça représente une conscience qui peut souffrir des abus dans une société qui, planétairement, est programmée pour l'expérience. Alors que dans le cas d'une conscience mentale, ça n'existe pas. C'est évident que si j'avais un discours à offrir à une société qui serait concernée avec le mandat de développer une éthique par rapport au cloning ou par rapport à ces grandes questions fondamentales comme l'euthanasie, je pourrais le faire. Je pourrais le faire pour une société d'éducateurs, de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Mais probablement que je ne pourrais pas le faire d'une manière créative. Je serais obligé de protéger leurs esprits. Je serais obligé de protéger la société. Je serais obligé de calfeutrer leurs émotions et de ne pas faire vibrer leur conscience à partir de la mienne, parce que je créerais plus de troubles que d'autres choses, parce que c'est nécessaire qu'il y ait des gens en société qui étudient l'éthique de ces questions-là, pour protéger une humanité qui, encore aujourd'hui, est extrêmement, ou peut-être extrêmement victime d'une action scientifique dont la lumière n'est pas présente, comme on a eu, par exemple, dans le temps des Clercs, par exemple. Mais si vous me posez la question en tant qu'individu, je suis obligé de vous répondre en tant qu'individu. Je ne peux pas vous répondre en tant que personne appartenant ou partageant une conscience sociale. Chaque fois que vous dealez avec des questions fondamentales et que vous me posez une question, je suis obligé de vous réfléchir la réponse à partir d'une conscience mentale totalement individualisée. Je peux pas vous faire le plaisir de la réflexion philosophique. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là que votre question, pour moi, n'est pas importante, mais que la réponse par rapport à la question devient importante. Pour vous permettre finalement de voir qu'il y a une façon de savoir qui s'auto-définit et qui n'est pas définissable par la réflexion. À ce moment-là, vous cessez d'être philosophique. Vous cessez d'être mandaté personnellement à la recherche d'une réponse éthique. Et le problème contentieux de cette philosophie-là, ou de cette éthique-là, ne vous appartient plus. Il appartient aux autres,
Il appartient à l'humanité et ça fait partie de son évolution, de son expérience sociale. Ça répond à tout ça. D'autres questions? C'est intéressant, c'est intéressant. Je les aime, ces questions-là. Parce que regardez une question importante par rapport à l'évolution historique de la science, ça fait partie du pouvoir visuel, puis ça fait partie du pouvoir de l'esprit. Tu peux regarder l'évolution du cloning sur une base de 3, 4, 500 ans. Qu'est-ce que c'est dans 500 ans, le cloning? Qu'est-ce que c'est que ça va être dans 700 ans, 1000 ans, le cloning sur la Terre? Si on regarde ce qu'on a fait pendant 100 ans au niveau de la science, on est passé d'une technologie industrielle à une technologie totalement lumineuse, électronique aujourd'hui. Imaginez-vous dans 500 ans, probablement que dans 500 ans, l'homme sera capable de contenir les énergies de l'âme à l'intérieur d'un faisceau de lumière. La mémoire humaine pourrait être totalement délogée du corps matériel, mis dans un faisceau de lumière, stabilisé et à être utilisé pour des études de haute réflexion concernant la mémoire cosmique de la planète. À travers la mémoire de l'âme, l'homme sera capable de regarder l'évolution du règne animal, l'évolution du règne végétal, l'évolution du règne humain sur des bases de 3, 4, 500 millions d'années. Il n'y a pas de limite à la science, parce que la science, c'est la matérialisation de la lumière. Et dans la mesure où l'homme aura un comportement de plus en plus civilisé par rapport au pouvoir de cette lumière-là, matérialisée, l'homme aura une civilisation de plus en plus grandiose, de plus en plus intelligente et de plus en plus lumineuse. Mais si pour le moment on se pose des questions d'éthique, comme vous le faites, et comme d'autres le font, ce sont des questions qui sont très raisonnables, il faut tout de même qu'en tant qu'individu, cherchant un jour à avoir une réponse finale à l'ambiguïté psychologique de la vérité, il faut que vous soyez vous-même dégagé, personnellement, émotivement, par rapport à la mémoire de votre propre race, pour en arriver finalement à traiter avec l'éthique, mais d'une manière totalement objective. Sinon, vous demeurez un philosophe, et les philosophes souffrent toujours de la recherche de la vérité. Tandis qu'il y a une conscience mentale, mais tu vas par en dedans, puis tu leur demandes telle chose, telle chose, telle chose, ou vous répondez d'une manière objective, vous n'avez plus le problème. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la souffrance de ces enfants dans le monde. La terre, c'est un calvaire. La terre, c'est un calvaire. On est chanceux au Québec. Là. Mais tu te promènes en Afrique, tu te promènes en Asie, la terre, c'est un calvaire. On voit très peu de choses de ce qui se passe dans le monde. Ça fait que si on est des êtres sensibles, spirituels, avec une certaine conscience, et qu'on commence à supporter le poids de ces questions fondamentales-là, liées à une moralité quelconque, on n'en finit plus. C'est pour ça que les êtres spirituels sur la Terre souffrent. Et ils souffrent trop pour rien. Et la raison pour laquelle ils souffrent, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de l'imprimatur de leur esprit. Il y a un homme qui est venu me voir il y a quelques semaines puis qui me dit, Monsieur Bernard, j'ai des grandes souffrances. Un homme d'un certain âge. Il me dit, j'ai des grandes souffrances spirituelles par rapport à ma sexualité. Il dit, j'ai des fantasmes abominables. Puis il dit, j'en suis obsédé. Puis il dit, ça va totalement contre ma conscience. Savez-vous quelle réponse j'ai dit? J'ai dit, l'esprit s'en fout complètement de ton pénis. Ça a tout résolu son problème. En 2 minutes. Il aurait pu lire des livres pendant toute sa vie. Il aurait eu encore plus de fantasmes. Mais en lui donnant une réponse qui n'est pas pensable, qui était totalement télépathe, ça a réglé son problème. Il a eu des grandes larmes. Il a pleuré devant moi. Puis il est parti libre. Puis j'étais content de le libérer de ça.
Puis ça, c'est notre problème. Fait que ce soit nos fantasmes, que ce soit la recherche d'une réponse par rapport à une grande question d'éthique, c'est toute la même chose. On est tous des êtres qui voulons comprendre, mais on ne sait pas comment comprendre, parce qu'on n'a pas eu la psychologie pendant l'évolution. D'ailleurs, l'évolution, la définition de l'évolution, c'est de ne pas avoir la science de l'évolution. Si on avait eu la science de l'évolution, on serait passé à l'évolution. Si on avait eu la science qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu pendant le temps des Romains, des Grecs, ainsi de suite, de la Renaissance, on n'aurait jamais vécu l'Inquisition. Donc, cette lumière-là qui est venue des années au 20e siècle, maintenant qu'on l'a, ça nous force à prendre à une autre trajectoire, à aller dans une autre direction. Et notre devoir par rapport à l'humanité, c'est un devoir qui est totalement dirigé par rapport à soi. Si les hommes devenaient conscients, les problèmes structurels de l'humanité, les problèmes de la civilisation humaine d'aujourd'hui n'existeraient pas. Les hommes ne feraient pas mal aux enfants, les hommes ne feraient pas mal aux animaux, la science ne ferait pas d'erreurs catastrophiques. Donc, le plus grand bien que l'homme peut faire par rapport à l'humanité, c'est de s'humaniser lui-même. Et non pas de chercher à humaniser l'humanité. Ça ne s'humanise pas une humanité. Ça se maintient en équilibre. Les nazis ont donné toutes les raisons au monde pour leur agression contre l'Europe. Les socialistes en Russie ont fait la même chose, ont donné toutes les raisons au monde pour prouver que l'État était plus indépendant, importante que l'individu. Ça a été le conflit avec la conscience morale anglo-saxonne américaine qui a permis qu'on en arrive aujourd'hui à plus de liberté politique. Les Américains ont fait plus pour la liberté dans le monde que n'importe quel pays. Même s'ils ont des côtés qui sont affreux, si vous regardez leur constitution, elle est écrite en lettres d'or. Alors, c'est très important pour l'homme de comprendre que si il veut aider l'humanité, il faut qu'il s'aide lui-même. C'est évident qu'un individu par rapport à l'humanité ne va rien faire. Mais au cours de l'évolution, les hommes vont grandir, les hommes vont écrire, les hommes vont faire des architectures, les hommes vont faire de la médecine, la science va évoluer, la lumière va rentrer dans ces formes-là. Il y a des êtres qui ont travaillé dans l'obscurité scientifique au 20e siècle, comme Rudolf Steiner, des êtres qui ont fait des choses extraordinaires, qui ne sont même pas reconnus par l'establishment scientifique aujourd'hui. Des êtres qui ont travaillé en médecine, qui ont travaillé en architecture, qui ont travaillé dans l'agriculture, qui ont travaillé dans l'étude de l'esprit. Des êtres qui ont même été presque assassinés par Hitler. Des hommes, tu parles de ces hommes-là, personne ne les connaît. Mais leurs travaux sont là. Puis il y a du monde aujourd'hui qui commence à les lire, ces travaux-là, et ainsi de suite. Donc, la lumière, une fois qu'elle est matérialisée, qu'elle est contenue, qu'elle est encapsulée dans une mémoire quelconque, un jour, elle va servir des individus qui vont grandir, puis qui vont se libérer eux-mêmes du fardeau réflectif d'une conscience sociale qui les a animés pendant leur évolution et qui les rendra totalement libres un jour, lorsqu'ils comprendront la game, la grosse game. Donc ça, c'est ma réponse à votre grande question. D'autres questions? OK. C'est dans ce sens-là que votre question est importante. Votre question n'est pas importante dans le sens de sa propre valeur. Votre question est importante dans le sens de ce qu'elle peut engendrer à partir du plan mental pour la rendre totalement inefficace. C'est là qu'elle est importante. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. Il faut être bien intelligent pour comprendre que c'est pas de nos affaires. Autrement dit, il faut avoir une conscience mentale pour comprendre que c'est pas de nos affaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sensibilité pour l'humanité, qu'on n'a pas de sensibilité pour les erreurs que l'homme peut faire, mais c'est pas de nos affaires dans le sens qu'on n'est pas des êtres instrumentés, on n'a pas le rôle karmique de travailler dans ces domaines-là. Moi, j'ai rencontré un homme il y a plusieurs années qui travaillait en sciences aux États-Unis, puis en sciences nucléaires, puis
je lui ai demandé un jour, j'ai dit, va par en dedans, puis il l'a fait, là, parce que on était des chums un peu, j'ai dit, va par en dedans, puis demande pourquoi tu travailles dans le nucléaire, au niveau des arts. Puis comme j'ai déjà dit, parce que je t'ai déjà mentionné ça, la réponse qui était venue, c'est que c'était pour des raisons patriotiques. J'ai dit, retourne par en dedans, puis demande si c'est vrai. Puis il est retourné par en dedans, puis ça lui a dit non. Ça lui a donné tellement un choc qu'il est sorti complètement là-dessus. Fait que la valeur de nos questions, la valeur de nos plateformes, elle est extrêmement ridiculisable à partir du moment où on a une conscience mentale pour éclairer la source de nos questions. Puis c'est quoi la source de nos questions? La source de nos questions, c'est toujours notre inquiétude spirituelle. Ça va loin, l'inquiétude spirituelle de l'homme. L'inquiétude spirituelle de l'homme, c'est la fabrication astrale de son ego par rapport à un empire qui s'établit autour de lui, dont il ne comprend pas les lois fondamentales, ce qu'on appelle la vie planétaire. Si l'homme comprenait la vie planétaire, dans le sens que l'homme aurait des réponses absolues par rapport à tel contingent d'événements, l'homme n'aurait aucune anxiété spirituelle, l'homme n'aurait aucun besoin de la philosophie. La philosophie ne naîtrait même pas de son mental, parce qu'il aurait automatiquement la capacité de découdre le plaisir de l'esprit réfléchissant, qui nourrit la philosophie pour donner à l'ego une forme d'orgueil spirituel. On va s'habituer avec le temps, au fur et à mesure où on va démasquer le mal de l'ego, c'est-à-dire son besoin de constamment comprendre. C'est ça le mal de l'ego, le besoin de comprendre. Une fois que l'homme va avoir démasqué ce mal-là, le besoin de comprendre n'existera plus dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il se sera totalement déspiritualisé de la valeur morale que son ego constamment émet par rapport à un mal qui constamment naît dans la vie. À ce moment-là, il va être là. Sans ça, ça finit plus. Puis ça finit plus. Puis ça finit plus. Puis ce manque de finition-là, c'est ce que j'appelle la philosophie évolutive. Les Grecs l'ont essayé, les Romains l'ont essayé, la Renaissance l'a essayé, le 20e siècle l'a essayé. Avec Jean-Paul Sartre, on a été écœurés. Ça s'est arrêté là un peu. Là, de philosophie, là, on n'en fait plus comme avant. Quand on était jeune, on en faisait. Quand on était au collège Brébeuf, on en faisait. C'était le fun de discuter l'existentialisme. C'était le fun de discuter la question shakespearienne. Aujourd'hui, on n'est plus intéressé à ça. On veut simplement vivre. On veut danser, on veut manger. Puis on veut s'assurer simplement qu'il n'y ait pas trop de pollution. Fait que le mental humain a changé. Puis pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus de philosophie? Parce que les philosophes n'ont pas été capables de développer une critique absolue. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de développer une critique absolue? Parce qu'il n'y avait pas une conscience absolue. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de conscience absolue? Parce qu'il n'y avait pas un mental qui était capable d'exercer au-dessus de leur mental réflectif. Il n'y avait pas. Quand tu n'as pas un mental au-dessus de ton mental qui peut s'exercer d'une manière absolue, la conversation, établir la nature de la conversation, la télépathie, l'homme est obligé de réfléchir puis continuer à s'amuser avec des femmes, comme on a fait pendant des siècles de temps. Des femmes qui ont été utilisées pour le bien ou pour le mal, mais des femmes qui ont été totalement polarisées. Quand ça faisait l'affaire des dictatures, ça a été utilisé par les dictatures, autant les dictatures gouvernementales, politiques que les dictatures spirituelles. Aujourd'hui, ces dictatures-là ont moins de pouvoir parce que là, il y a tellement d'informations, rien n'est caché, on a la télévision, on a la radio, on a tout là aujourd'hui. Là. Fait que les gens sont capables de prendre des décisions un petit peu plus par eux-mêmes, dans les pays de l'Ouest en tout cas. Puis même les pays de l'Est sont en train de craquer. Mais ça fait toute partie du pouvoir de la matérialisation de l'esprit. Fait qu'il va venir un temps où les erreurs qui puissent se matérialiser ou se matérialiser dans une société inconsciente, ça va s'auto-corriger parce qu'il y a beaucoup d'informations maintenant.
Il n'y a pas un scientifique aujourd'hui qui peut faire du clonage sans que son travail soit étudié par d'autres scientifiques, par les gouvernements, et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de watchdogs aujourd'hui. Fait que je ne suis pas inquiète de le cloner. Je ne suis pas inquiète de le cloner. L'humanité va s'auto-corriger. Parce que l'œuvre des dictatures attire à sa fin. Le temps des Hussein, il s'attire à sa fin. Ces gens-là ne pourront jamais en arriver à prendre le contrôle des évolutions des grandes majorités comme ils ont fait pendant l'évolution, parce que on est dans le temps de l'information, l'âge de l'information, rien n'est plus secret maintenant. Si vous voulez faire du dilettantisme intellectuel, dans le sens que étudier ça pour le plaisir dans la chose, bon, vous pouvez le faire avec des gens qui ont des mentales philosophiques, mais avec le temps, vous ne pourrez plus le faire. Parce que vous allez voir trop à travers la forme. Puis probablement qu'avec le temps, vous allez leur donner des réponses tellement froides que ça va leur créer des chocs. Puis ça va les amener aussi, eux autres, à réaliser qu'ils sont en train de découvrir que la nature de toute vérité est fondée sur le besoin émotionnel de l'ego de se protéger contre le mal. Mais si l'homme est conscient, il n'a plus à se protéger contre le mal. Parce qu'il n'a plus la crainte du mal. Parce qu'il comprend le mal. Parce qu'il est libre du mal. Parce que le mal ne fait plus partie de son expérience d'âme. Parce qu'il est libre. C'est ça que ça veut dire être libre. Qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une épidémie, qu'il y ait ci ou qu'il y ait ça, qu'il y ait un tremblement de terre, que des milliers d'individus meurent, ça fait partie de l'expérience de la Terre. Ça ne fait pas partie de l'expérience psychologique de l'homme individualisé. Là, vous allez dire, ben oui, mais quand tu deviens conscient, tu deviens franc. C'est pas que tu deviens franc. Probablement que j'ai pleuré plus dans ma vie en public que n'importe qui. Fait que c'est pas que je suis froid. Seulement que dans des moments où l'homme doit apprendre à conserver son énergie mentale, à conserver son énergie émotionnelle le plus possible, pour pouvoir avec le temps en arriver à stabiliser toutes ses humeurs, toute son psyché, pour que son psyché devienne de plus en plus un appareil pouvant percevoir les nuances de son esprit. Tu ne peux pas percevoir les nuances de ton esprit si ton esprit est trop troublé, parce que l'esprit c'est trop subtil. Alors, il va falloir que l'homme se calme au niveau mental, au niveau philosophique, au niveau réflexion, que l'homme sorte un petit peu de la forme. Puis une fois qu'il va sortir de la forme, là, à ce moment-là, l'esprit va pénétrer, et à ce moment-là, il pourra facilement comprendre les questions fondamentales, les questions d'éthique concernant des grandes questions philosophiques comme l'euthanasie, concernant le cloning, et ainsi de suite. Là, il faut que je m'arrête, parce que ça continuerait, ça n'arrête pas. Ça vous donne un petit peu une idée de comment ça pense quand ça pense. Ou comment ça pense quand ça parle. Ça fait partie de l'étude de l'esprit. C'est ça que l'homme doit arriver à faire partie. Comment se fait-il que vous pouvez, si je suis là, me dire que ça ne nous regarde pas, alors que si vous êtes seul, vous ne pouvez pas le dire que ça ne regarde pas. C'est simplement parce que quand je suis là, vous avez un petit peu la part de ma vibration. Mais il va falloir un jour que vous soyez capable de le faire dans la part de votre propre vibration seule. Autrement dit, il va venir un temps où l'homme, seul, va pouvoir bénéficier de sa propre vibration. En attendant, peut-être du monde comme moi, puis peut-être d'autres, qui peuvent aider ça, parce que quand on est là, on bloque le processus psychologique de l'ego, en l'affrontant directement. Mais éventuellement, l'homme va pouvoir savoir être seul, va pouvoir savoir être seul. L'homme n'aura plus besoin de support symbiotique, psychique, par rapport à lui ou en relation avec lui, pour découvrir les grandes choses qui doivent être découvertes pour rendre lui-même libre ou l'humanité libre. C'est dans ce sens-là que la vibration, c'est extrêmement intéressant, puis c'est grandiose, puis c'est puissant. Pourquoi? Parce que ça pénètre l'ego. Ça le pénètre. Ça le pénètre. Ça le choque pas, ça discute pas, ça pénètre.
Parce que ce que l'homme conscient sait, l'homme qui est moins conscient le sait aussi, mais ne le réalise pas. C'est la seule différence entre l'homme conscient et l'homme qui est en évolution de conscience. On ne le réalise pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas, qu'on sait. On met ça de côté parce que c'est trop différent de ce qu'on pense. Mais quand on devient très, très habitué à la communication télépathique, plus c'est différent de ce qu'on pense, plus ça renforce notre individualité. Moi, j'ai des millions de conversations avec le plan mental depuis ma fusion, puis c'est toujours différent de ce qu'on pense. C'est toujours différent de ce que l'ego peut penser. Là, je suis habitué parce que ça fait des années. Mais au début de ma fusion en 69, c'était pas facile. Au point où je souffrais de ça. J'étais tanné de toujours avoir des réponses différentes de ce que l'humanité pensait. C'était fatigant. J'étais obligé de toujours corriger. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. De sorte qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. Donc, on doit s'habituer avec le temps, petit à petit, à accéder à du matériel qui fait partie de notre conscience universelle, qui fait partie d'un domaine et qui appartient à tous les hommes. Puis au début, c'est pas facile parce que c'est du matériel qui se pense pas. On dirait que ça nous pénètre, puis c'est ça. Il faut qu'on parte avec ça. C'est comme une patate chaude. Il faut qu'on deal avec cette patate chaude-là. Alors que dans le passé, on l'avait, ça. Parce que le mouvement de cette lumière-là, c'est toujours fait chez l'homme. Le côté inspirationnel qu'on appelle, ou les muses, qu'on appelait dans le temps, ça c'est toujours fait. Mais quand ça allait trop loin, on mettait ça de côté. On disait, mais la société ne peut pas prendre ça, on met ça de côté. Puis il va venir un point où l'homme ne mettra plus rien de côté. Il va tout prendre. Il va tout descendre, il va tout matérialiser, il va tout écrire. L'homme va tout dire. Seulement qu'il va le dire dans des conditions qui vont faire en sorte qu'il sera reçu. Moi, si je veux tout dire, mais je m'arrange pour parler avec du monde. Je ferme les murs, puis il n'y a pas de micro. Là, je peux tout dire. Fait comme ça, je ne monte pas personne, je n'énerve pas personne, puis je ne crée pas de trouble dans la société environnante. Mais si je veux dire des choses qui ne sont pas à la table, là, je peux dire, mets la machine, puis on peut envoyer ça en France, on peut envoyer ça en Amérique du Sud, on peut envoyer ça n'importe où. Mais si je veux tout dire, puis réellement canaliser toute cette information-là de manière totalement objective, pour réellement faire sortir le caractère sordide de l'expérience humaine, mais à ce moment-là, il faut que je fasse des levées d'hommes en privé. Parce que mon rôle, c'est pas d'énerver le monde. Mon rôle, c'est pas de troubler des esprits qui sont pas prêts à entendre certaines choses. Mon rôle, c'est d'éveiller la conscience humaine. À ce moment-là, si je veux le faire à des niveaux un peu plus poussés, je fais des levées en privé. Puis l'homme sera toujours obligé de faire des levées en privé. Parce qu'on ne vit pas dans une société consciente, on vit dans une société consciente. Puis on doit respecter les gens. On doit respecter l'homme, on doit respecter les religions, on doit respecter les gouvernements, on doit respecter les systèmes policiers. Toutes ces choses-là ont été créées par l'homme pour sa propre évolution, souvent pour sa propre protection. Imaginez-vous si on vivait dans une société où on n'avait pas de corps policier, on serait-tu bien organisé? Si on vivait dans une société où la religion n'existait pas, on serait-tu bien organisé? Ça serait terrible. Fait qu'il y a une grande différence entre la conscience évolutive, qui est fondamentalement une conscience collective, et la conscience évolutive, qui est une conscience totalement individualisée. Une grande différence. Seulement qu'un être qui a une conscience individualisée a la capacité de vivre intégralement à l'intérieur d'une conscience collective, dans la mesure où il n'est pas influencé par elle. Mais il doit respecter ses lois. Quand arrive une lumière rouge, c'est pas parce que tu es conscient que tu passes la lumière. Toi, tu peux savoir qu'il n'y aura pas de policier là, pour toi de chez nous. Mais il y a un véhicule en arrière de toi, il y a un autre homme en arrière de toi qui va devoir aller contre la loi sociale. Donc, dans un sens, tu viens de lui nuire. Tu viens de lui enseigner de faire comme toi. Donc, ça, c'est pas intelligent. C'est pour ça qu'on doit respecter les lois. Donc, l'individualisation de l'homme, le processus d'individualisation de l'homme, ça n'ira jamais contre l'équilibre social,
ça va simplement être au-dessus des conventions sociales qui nuisent à son individualité. Mais respecter la lumière rouge, ça ne nuit pas à ton individualité. Ne pas tuer ton voisin, ça ne nuit pas à ton individualité. Donc la conscience, ou les lois sociales, les lois sociales qui ne nuisent pas à ton individualité doivent être respectées. Mais si une loi sociale m'impose de penser que, je ne sais pas moi, que Dieu existe, par exemple, dans la forme sociale de l'évolution, à ce moment-là, c'est mon rôle, en tant qu'individu, de me séparer de cette convention-là. Sinon, j'individualise jamais ma conscience. Puis je demeurerai toujours victime d'une conscience spirituelle ou religieuse contemporaine. C'est la même chose pour la question concernant le cloning. Si vous regardez du plan mental, sa question est intéressante parce qu'elle amène à d'autres réponses. C'est dans ce sens-là que votre question est intéressante. Elle n'est pas intéressante dans le sens de la question. Elle est intéressante dans le sens des réponses que ça amène. Les autres réponses que ça amène. À l'extérieur d'eux. Puis ça devrait être comme ça pour toutes vos questions. Si on était capable de répondre à toutes nos questions, non pas par rapport à la question, mais par rapport aux réponses que ça amène, là, ça serait intéressant. Mais c'est pas ça qu'on fait. On répond toujours à des questions par rapport à la question. Alors que l'esprit, lui, il ne s'intéresse pas à la question. Il s'intéresse simplement à la réponse autour d'eux, en périphérie de la question. Et ces réponses-là sont toujours liées, d'une manière ou l'autre, à la victimisation de l'homme par rapport à son ego réfléchissant. On est toutes victimes de la curiosité mentale. On est toutes victimes de la philosophie. On est toutes victimes de nos formes de pensée. Puis on vit dans des pays évolués, nous autres, là. Imaginez-vous en Afrique, imaginez-vous dans des pays qui sont réellement dominés par des formes de convenance psychologique imposées par l'État ou par les religions. Ça va être long, l'évolution de ces individus-là. Ceux qui réussissent à sortir de là, puis venir dans des pays comme l'Amérique ou au Canada, ainsi de suite, venir en contact avec des nouvelles nations, ils vivent, eux autres, le combat. Puis ils voient jusqu'à quel point ils ont été dominés pendant l'évolution. Ça prend beaucoup d'esprit pour écouter un esprit. Ça prend l'esprit pour écouter un esprit. Parce que quand tu écoutes un esprit, il n'y a plus de conflit. C'est simplement une vibration. Là, si tu écoutes un ego, là, c'est un autre élément. Là, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des altercations psychologiques. Mais écouter un esprit, c'est très facile. Parce que dans le fond, tous les esprits savent la même chose. Parce qu'une fois qu'un esprit est mis en vibration par un autre esprit, le combat n'existe plus entre les deux. Il y a simplement une alliance à un autre niveau qui fait partie de la résonance psychique de nos consciences mutuelles. C'est là que la paix d'esprit entre en jeu et que les hommes commencent finalement à s'unir en dehors des grandes arènes de la réflexion philosophique, qui ont été beaucoup plus utilisées pour faire d'eux des combattants pendant les siècles qui ont passé. Alors que dans l'évolution, l'homme va pouvoir discuter des choses les plus obscures, puis il va le faire dans un état de conscience totalement libre, totalement plaisant, totalement aéré, totalement éthéré. Qu'un homme ait plus de facilité à accéder à cette vibration-là, le point n'est pas là. Mais que des hommes ensemble soient capables, les deux, dans une même mesure, de bénéficier d'une même lumière, tout est là. C'est pas important que je sois plus télépathe que vous. Mais ce qui est important, c'est qu'ensemble, en tant que deux individus qui puissent se parler, on puisse comprendre la même chose. Parce que c'est pas parce qu'un homme est plus télépathe qu'un autre qui a plus accès à la compréhension que l'autre. Il a simplement plus accès à de l'information que l'autre. Puis éventuellement, l'autre devient aussi télépathe que lui, ou grandit en télépathie personnelle, puis éventuellement, ces êtres-là deviennent des grands amis d'esprit,
ils bénéficient réellement d'une conscience mutuelle, d'une même conscience. Ils comprennent les mêmes choses. Les conflits n'existent plus. La philosophie qui divise n'existe plus. Les religions qui divisent n'existent plus. À ce moment-là, l'homme rentrera dans une vraie science. Et s'il est technicien, s'il est scientifique, s'il est architecte, s'il est médecin, à ce moment-là, il sera obligé de travailler sous le couvert d'une nouvelle conscience. Mais il ne pourra jamais en public la rendre visible aux yeux de l'homme. Parce que là, il va tomber dans du missionnariat, il va tomber dans une mission, il va se mettre à l'encontre des grandes forces sociales astralisées, et là, il va souffrir pour le restant de ses jours, parce qu'il n'aura pas compris que tu ne peux pas être mental, conscient et spirituel en même temps. C'est intéressant, votre question. La question t'écoute. La réponse, ça peut aller forever. Donc, l'étude de l'esprit, à partir du moment où l'homme va commencer à savoir comment étudier son esprit, il va commencer à réaliser que c'est un phénomène particulier, non pas à la race humaine, mais c'est un phénomène particulier au monde des intelligences. Un homme peut être en dehors de son corps matériel, il peut être sur le plan astral, il peut être sur le plan morontiel, et il continue sur ces plans-là, qui sont des plans invisibles, où il n'est pas affecté par ses sens, et il continue le même processus, il continue le même mouvement d'intelligence, et il s'aperçoit que l'intelligence est universelle et qu'elle fonctionne de la même façon sur le plan astral que sur le plan morontiel, que sur le plan matériel. À partir du moment où quand l'homme sera prêt à laisser son corps, il arrive ses autres plans, mais il continue, c'est la même chose, la conscience, c'est là qu'on parle d'immortalité de la conscience. C'est là qu'on dit que l'homme aura une conscience morontielle. C'est là que l'homme, finalement, pourra venir en contact direct avec ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée et former avec ces êtres de lumière-là des relations motrices dans des mondes totalement extratemporels qui seront tellement avancés que pour la première fois, l'homme comprendra pourquoi il était si difficile pour lui sur la Terre, alors qu'il était incarné, de comprendre la fameuse mystique de Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre la mystique de Dieu si tu penses. Tu peux l'inventer, tu peux la réinventer, tu peux la travailler pendant des siècles de temps. Tu peux lui donner un caractère spirituel, tu peux lui donner un caractère philosophique. Mais tu ne peux pas la comprendre parce que la pensée n'émane pas de l'infinité. La pensée émane de plans dont les structures mentales font partie de civilisations extrêmement avancées qui ne font pas partie de l'humanité ambiante. Autrement dit, les mondes qu'on appelle spirituels, ou les mondes plus avancés qu'on appelle les mondes morontiels, sont des structures mentales dans leur propre espace-temps, mais ils sont pour eux-mêmes des structures matérielles, un peu comme nous autres, dans notre monde, on a des structures matérielles. Mais quand on est dans une structure matérielle inférieure, on ne peut pas comprendre la dynamique relative de ces mondes-là parce que ça nous sortirait de notre expérience animique. C'est évident qu'un homme ne peut pas participer conjointement à deux vies. Il peut visiter un plan, mais il est obligé de revenir dans son enveloppe matérielle. Puis même quand il visite un plan, il y a des endroits qu'il ne peut pas visiter. Moi, je visite des plans quasiment tous les soirs, et il y a beaucoup d'endroits où je ne peux pas aller. On ne me permet pas de voir telle chose ou telle chose ou telle chose. Puis je le comprends, parce que si on me permettait de voir telle chose ou telle chose, ce serait très difficile pour moi le lendemain d'intégrer ma vie matérielle puis d'aller chez Eaton m'acheter une cravate. Donc c'est très très intelligent de l'intelligence. Puis de l'intelligence, dans sa définition universelle cosmique, c'est la parfaite organisation des mondes. C'est ça de l'intelligence. C'est la parfaite organisation des mondes. Et pourquoi on vit sur une planète qui est très désorganisée, très astrale? C'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans notre monde. Il y a simplement de la réflexion au niveau de l'ego. S'il y avait de l'intelligence, puis si le scientiste, si l'architecte, si le médecin pouvait
pouvait travailler directement avec la lumière qui passe à travers ses centres et qui le canalise, la structure, la forme de notre civilisation sera totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les hommes ne permettraient jamais le désordre ou le chaos qui existe. Donc l'expérience sur la Terre fait partie de l'évolution, ça fait partie de la programmation, mais heureusement, l'homme commence à s'en sortir, mais il va s'en sortir simplement en tant qu'unité, une à la fois. Il ne va pas s'en sortir en tant que conscience collective. Donc c'est comme si on disait, le temps de l'évolution, pour l'homme conscient, il est fini. L'homme conscient ne peut pas vivre les formes de sa civilisation de la même manière que l'homme inconscient. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, au fur et à mesure où vous allez vous conscientiser, vous allez apprécier les belles choses que l'homme a construites, que l'homme a faites, mais vous ne pourrez pas les vibrer avec le même romantisme que vous avez connu pendant l'évolution. Le romantisme va mourir au fur et à mesure où vous allez devenir conscient, parce que le romantisme fait partie des énergies de l'âme qui sont utilisées pour vous greffer à la forme, pour vous faire vibrer dans la forme, pour vous amener à vivre une conscience existentielle dans la forme, parce que l'âme doit souffrir quand elle s'incarne. Elle ne peut pas faire autrement. C'est son mode operandi. C'est la raison pour laquelle elle s'est incarnée. Sans ça, ça ne sera pas incarné. Donc l'homme conscient, lui, qui revient et qui regarde la civilisation, il va l'apprécier, la civilisation. Il va apprécier sa beauté. Il va la comprendre, sa beauté. Mais il ne pourra pas la vivre comme il l'aurait vécu pendant l'évolution. Moi, si je vais au Tibet, ou si je vais en Europe, puis si je vais, je visite le Mont Blanc en Suisse, je ne peux pas vibrer le Mont Blanc comme vous autres vous vibrez. Il m'est donné de le faire, mais s'il m'est donné de trop le faire, je vais pleurer. Fait que l'amour de la beauté ou la perception de la beauté devient trop grande pour mes corps, puis je suis protégé par les plans de ça. C'est comme l'amour. Je peux pas aimer l'homme comme l'homme aime l'homme. Vous autres, vous aimez, quand vous aimez l'homme, vous l'aimez avec vos émotions, et ainsi de suite. Moi, si j'aimais l'homme avec mes émotions, je mourrais. Parce que ma conscience est trop activée par les plans. Fait que de temps en temps, j'aime l'homme. Fait que dans ce temps-là, vous me voyez broyer, là. Puis, fait que ça fait partie de mon amour pour l'homme. Puis même dans mes relations intimes, je peux aimer, mais il ne faut pas que j'aime trop. Sinon, ma vie est insupportable. Fait que l'amour pour un être conscient, c'est pas comme l'amour pour un être inconscient. Pour un être inconscient, l'amour pour un être inconscient, c'est une maison. C'est une maison qui lui donne la sécurité. Alors que l'amour pour un être conscient, c'est une conscience, c'est un champ de conscience qui est très vaste et qu'il ne peut vivre qu'un petit peu à la fois, pour un petit peu goûter, puis avoir une idée qu'il aime. Sans ça, la vie c'est too much. Parce que là, tu transposes la vibration d'un monde mental dans un monde matériel. Puis quand la vibration passe du plan mental dans sa perfection au niveau de l'amour, puis qu'elle rentre dans le plan matériel, ben à ce moment-là, mais les corps subtils sont pas, ils vibrent trop, puis ça devient trop souffrant d'aimer. C'est pour ça qu'avec l'homme conscient, l'amour tel qu'on l'a connu, ça mourra. Et l'homme en arrivera finalement à une autre sorte d'amour, à une autre forme d'amour, qui sera beaucoup plus mentale, beaucoup plus éclairée, où l'émotion sera moins impliquée dedans, et à ce moment-là, l'homme ne souffrira plus d'amour, et ne souffrant plus d'amour, l'homme ne cherchera plus le bonheur dans l'amour. Fait qu'il ne s'agit pas pour vous autres de sortir à soir et de dire, bon, mais là, je ne cherche plus le bonheur dans l'amour. Ça fait partie de l'évolution de la conscience humaine, ça fait partie de l'évolution des corps. Puis que vous ayez le bonheur dans l'amour, maintenant, c'est parce que vous avez les corps pour le faire. Mais un jour, vous n'aurez plus les corps pour avoir le bonheur dans l'amour. Moi, si je vivais le bonheur dans l'amour, j'exploserais. Fait que je peux même pas. Si je le regarde l'amour, puis je vous en parle un petit peu là, puis que je juxtapose simplement une petite forme, par exemple, comme un petit chat chez nous, je pleure. L'amour est trop grand pour les corps. Fait que je peux pas aimer mon chat trop, comme je peux pas aimer ma femme trop, mes amis trop, ou l'humanité trop.
Fait qu'un jour, l'homme comprendra ça. Moi, je le vibre pour vous autres, là, pour vous donner un petit peu l'expérience de ce que je vis. Mais un jour, l'homme comprendra que même si vous ne pouvez pas aimer dans l'évolution avec toute l'ardeur astrale que vous avez connue pendant l'évolution, c'est normal. Et cette perte de chaleur que vous allez vivre, cette petite perte de mémoire que vous allez vivre, c'est le petit prix que vous avez à payer pour une plus grande conscience. Bye. Avez-vous des questions? Ah.